J'ai examiné le profil de cette journaliste du Financial Times. Je pense qu'elle ne parle pas chinois et n'a pas étudié la Chine. Elle aborde le pays purement d'un point de vue occidental, ayant été élevée dans un environnement où la démocratie libérale est considérée comme la seule façon correcte de voir le monde, et la Chine est considérée comme ayant tort. Quand on part avec cet état d'esprit, qui est très fermé, même inconsciemment, on essaie de le justifier quand on est en Chine. You try to justify that when you're in China. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je suis très enthousiaste car j'ai avec moi l'un des meilleurs analystes politiques sur Twitter X. Mon invité est Arnaud Bertrand, un Français vivant en Malaisie. Il est l'une des rares personnes qui ne se contente pas de publier des opinions, mais qui fournit des données et des analyses sur la politique mondiale, en particulier sur les affaires d'Asie de l'Est. Le fil Twitter d'Arnaud est tellement informatif qu'il apparaît dans des émissions comme System Update de Glenn Greenwald et est fréquemment cité par Jimmy Dore. Arnaud, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Arnaud, thank you very much for coming online today. Merci beaucoup, Pascal. Je suis vraiment heureux d'être ici. Je regarde votre émission depuis longtemps et je suis vraiment honoré d'être invité. C'est un grand honneur pour moi, parce que votre compte Twitter est quelque chose que je peux recommander à tout le monde, sans réserve. C'est tellement différent de ce que l'on lit habituellement des autres, y compris moi-même, qui dit souvent « Oh, je trouve cela horrible, ceci horrible ». Vous fournissez réellement des données. Aujourd'hui, vous avez publié plusieurs excellents fils de discussion sur un rapport du Financial Times, expliquant pourquoi c'est ridicule. Non seulement basé sur une opinion, mais étayé par vos propres recherches. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais comprendre comment vous êtes passé d'entrepreneur avec une expérience dans l'industrie hôtelière à analyste politique sur Twitter. Comment cela s'est-il produit? Oui, pour être clair, ce que j'écris sur Twitter est essentiellement un passe-temps que je fais à côté. J'essaye de ne pas y passer trop de temps, peut-être 1 ou 2 heures par jour. J'ai un emploi de jour en dirigeant une start-up qui n'a absolument rien à voir avec la politique ou la géopolitique. L'histoire est que je suis un entrepreneur. J'ai créé ma première entreprise en Europe dans les années 2000 qui a bien réussi. J'ai vendu l'entreprise à TripAdvisor, puis j'ai eu l'opportunité de commencer une nouvelle vie. J'ai déménagé en Chine parce que ma femme est chinoise et nous avons pensé qu'il serait préférable d'éduquer nos enfants là-bas. Ils pourraient aller dans une école française en Chine et aussi découvrir la culture chinoise en étant en Chine, alors qu'il n'y a pas d'école chinoise en France. Nous ne pouvions donc pas faire fonctionner ce genre de système là-bas. Après avoir vécu quelques années en Chine et découvert le pays en voyageant partout, j'ai été de plus en plus frustré par la façon dont la Chine était dépeinte dans les médias occidentaux. C'était complètement différent de ce que je vivais sur le terrain. Par pure frustration, j'ai commencé à tweeter à ce sujet. C'est encore ce qui me motive aujourd'hui. Je n'en retire absolument rien. En fait, je perds beaucoup car ça me distrait de mon travail et je me fais insulter, comme tout le monde, sur Twitter. Je suis encore vraiment agacé que les gens comprennent mal la Chine, ce qui, je pense, est surtout mauvais pour nous, les Occidentaux. C'est moins mauvais pour la Chine parce que la Chine prend de l'importance. Selon certaines mesures, c'est déjà l'économie la plus importante du monde. Une grande partie de l'avenir sera façonnée par la Chine. Si nous continuons à comprendre complètement mal ce pays, nous agissons sur des illusions, sur une fausse image que nous créons dans nos esprits.
Lorsque vous agissez sur une illusion, vos actions sont contre-productives, car elles ne sont pas ancrées dans la réalité. C'est pourquoi je m'exprime à ce sujet. Je comprends tout à fait cela. À un moment donné, ce que nous lisons dans les nouvelles devient tellement frustrant que nous nous sentons obligés de faire notre propre reportage sur la situation ou notre perception des choses. Permettez-moi de vous demander. Je vis au Japon depuis 10 ans maintenant, et je ne suis jamais allé en Chine, pas même une seule fois. C'est dommage, et j'en ai honte. Mais comment est-ce? Quelle est la différence entre la façon dont la Chine est dépeinte et la façon dont vous la vivez? Tout est différent. C'est extrêmement difficile à expliquer en quelques mots. L'image que nous avons de la Chine en Occident est celle d'un État policier dystopique, où vous êtes constamment surveillé par les autorités et n'avez aucune liberté. Ce n'est absolument pas vrai. Je pense qu'il y a même moins de policiers par habitant que dans la plupart des pays occidentaux. J'étais en France cet été et j'ai été étonné par le nombre de policiers que j'ai vus dans les rues, la plupart avec des armes lourdes, surtout depuis que c'était les Jeux Olympiques. Vous ne voyez jamais cela en Chine. Vous voyez en fait très peu de policiers et ils ne portent pas d'armes. Vous voyez régulièrement des citoyens chinois ne pas hésiter à discuter ou même à se battre avec la police. Il y a très peu de peur. C'est extrêmement loin d'un État policier. Et puis, il y a tous ces mythes, comme le score de crédit social. L'idée est que tous les Chinois ont un score qui surveille leurs actions quotidiennes, et en fonction de ce qu'ils font, leur score s'améliore ou diminue. C'est censé être un moyen pour le gouvernement d'avoir un contrôle total sur eux. Cela n'existe tout simplement pas. C'est un mythe complet. Il n'y a pas de score de crédit social en Chine. Ce n'est pas vrai. À bien des égards, on se sent plus libre en Chine. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à l'Occident. Je suis très habitué à voyager en Chine. Les gens qui me suivent sur Twitter le savent. Ce que je fais généralement, c'est louer un camping-car, vous savez, ces maisons mobiles, et simplement parcourir le pays, province après province. J'ai fait plusieurs voyages comme ça, et je ne suis jamais contrôlé par la police. En fait, pendant tous mes voyages en camping-car, je n'ai même jamais eu mes papiers vérifiés. Je peux aller n'importe où et me garer n'importe où, ce qui n'est pas le cas lorsque vous conduisez un camping-car en France, par exemple. Les gens sont extrêmement sympathiques. Cela ressemble à la liberté, n'est-ce pas? Le pays est extrêmement sûr. Vous devez considérer la liberté dans son ensemble. La liberté ne concerne pas seulement la liberté individuelle, mais aussi les libertés collectives, comme la liberté de la peur. Si vous avez peur de marcher dans les rues, à quel point êtes-vous libre? Vous ne pouvez même pas aller dans la rue, ce qui n'est pas le cas en Chine. Je n'ai pas peur si mes filles marchent dans la rue tard le soir en portant une mini-jupe n'importe où en Chine. Personne n'a cette crainte parce que c'est tellement sûr. Le gouvernement chinois a fait des efforts significatifs pour réduire la pauvreté. Pour moi, c'est aussi un aspect de la liberté. Franklin Roosevelt, le président américain, a prononcé un discours célèbre sur les 4 libertés. Il a inclus la liberté de besoin comme l'une de ces libertés. Pour lui, c'était une définition fondamentale de la liberté. S'il n'y a pas de personnes vivant dans la pauvreté, alors les gens sont vraiment libres. Quand on est pauvre, à quel point est-on vraiment libre? On est essentiellement esclave de sa condition. La seule chose à laquelle vous pouvez penser si vous êtes sans abri, c'est où vous allez dormir cette nuit-là. Comment pouvez-vous obtenir votre prochain repas?
Il n'y a pas de liberté là-dedans. Le fait que le gouvernement ait fait tant d'efforts pour réduire la pauvreté signifie que vous ne voyez pratiquement pas de sans-abrisme en Chine. C'est extrêmement rare, probablement environ 100 fois moins qu'en France ou aux États-Unis par exemple. C'est un véritable avantage en termes de liberté lorsqu'elle est largement définie en Chine. Certes, sur la liberté d'expression, ils ont une vision légèrement différente de la nôtre. Il est vrai que la presse est très contrôlée, mais même cela est souvent exagéré. But even that's very much exaggerated. Like, for instance, in Shanghai, I was living in. Par exemple, à Shanghai, je vivais dans une résidence assez chère, donc il y avait beaucoup d'entrepreneurs et de personnes riches. C'était une période où il y avait une répression contre les entreprises, en particulier les monopoles comme Alibaba. Le gouvernement voulait briser ces monopoles, ce qui a effrayé beaucoup d'entrepreneurs. Tout le monde se plaignait ouvertement de cela, mais ils n'ont pas eu de problème pour le faire. Dans les conversations quotidiennes, les gens n'ont pas peur de critiquer le gouvernement. Ce que vous ne pouvez pas faire, et c'est vrai, c'est créer un mouvement politique visant à renverser le gouvernement. Cependant, dans le discours quotidien et même sur les réseaux sociaux, les gens n'hésitent pas à critiquer. Souvent, la critique est ouvertement encouragée par le gouvernement. Ils ont des forums où ils appellent à la critique, demandant aux gens de leur dire ce qui ne fonctionne pas dans le pays. Il y a des listes de milliers de commentaires et ils essaient de répondre à chacun d'eux. Donc, c'est une mauvaise caractérisation de dire que la critique n'est pas autorisée. C'est assez intéressant pour moi. Nous recevons beaucoup de ces rapports d'autres personnes sur différents réseaux sociaux. Danny iPhone, je pense, s'y est récemment rendu. Bien que je ne sois pas sûr, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Plusieurs personnes vont en Chine et rapportent comment c'est là-bas. Vous voyez que c'est différent de la façon dont c'est présenté. Comment expliquez-vous que tant de personnes dans les médias occidentaux aient cette envie de déterrer des informations qui dépeignent la Chine comme intrinsèquement mauvaises? En fait, comme tout pays, il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et probablement, nous pourrions améliorer cela. Le monde pourrait être plus parfait, mais il ne l'est pas. Vous pourriez en parler, mais au moins, pour le moment, dans les grands médias d'information, nous n'avons qu'une seule version. Vous en avez trouvé une ce matin, n'est-ce pas, dans le Financial Times. Une journaliste du Financial Times qui vit en Chine a rapporté quelque chose de totalement ridicule. Mais cela ne semblait pas l'interpeller. Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Oui, donc le Financial Times a écrit un article affirmant que l'année dernière, seulement 1202 nouvelles entreprises ont été créées en Chine. C'est un chiffre fou. Seulement 1202 nouvelles entreprises dans toute la Chine pour l'année entière de 2023. J'ai vérifié le chiffre réel, et selon les statistiques chinoises, c'est 32 millions. Donc, littéralement 30 000 fois plus. Même avec un bon sens de base, on peut voir que ce chiffre n'est évidemment pas vrai. La journaliste vivait à Pékin. Elle aurait pu simplement regarder le nombre de nouveaux restaurants indépendants qui ouvraient autour d'elle. Je suis sûr qu'elle en aurait remarqué quelques centaines au cours de l'année. Vous savez, si vous extrapolez cela à l'ensemble de la Chine, rien que dans l'industrie de la restauration, il y a probablement des milliers, voire des dizaines de milliers de nouvelles entreprises créées. Vous pourriez aussi considérer les États-Unis. Si vous ne faites pas confiance aux chiffres de la Chine, regardez les États-Unis. Combien d'entreprises y ont été créées l'année dernière? J'ai vérifié et c'est 5,5 millions. Alors est-ce logique qu'aux États-Unis, 5,5 millions de nouvelles entreprises aient été créées l'année dernière?
tandis qu'en Chine, un pays avec 4 fois la population et 2 fois le taux de croissance, seulement 1200 entreprises aient été créées. Cela n'a aucun sens. Même d'un point de vue purement logique, cela ne tient pas. Pourtant, cette journaliste a écrit cela. Elle est basée en Chine et l'article est devenu viral, avec des personnes extrêmement influentes le partageant sans remettre en question le chiffre. Cela semble tellement fou. Donc, oui, c'est extrêmement courant. Et je pense que son point principal était de dire que la Chine connaît une stagnation économique significative et un déclin bien pire que les années précédentes. Cela s'inscrit dans le récit selon lequel la Chine souffre et est économiquement instable, ce que nous entendons fréquemment. Je ne sais pas si je peux faire confiance à tout cela. Bien que j'ai des étudiants et des amis chinois qui disent que l'économie n'est pas au mieux en ce moment et qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi y a-t-il cette envie de se tromper autant lorsqu'on parle de la Chine? Pourquoi? Oui, donc tout d'abord, il est vrai que l'économie en Chine traverse une période de transition. Elle change son modèle économique. Une grande partie était basée sur l'immobilier, qui a connu une croissance célèbrement importante jusqu'à devenir une bulle. Je pense que jusqu'à 40% du PIB de la Chine était basé sur l'immobilier, ce qui n'était pas durable. Donc il dégonfle cette bulle. De plus, jusqu'à présent, la Chine effectuait en grande partie des travaux à faible valeur ajoutée pour d'autres entreprises. Par exemple, si vous regardez l'iPhone qui était produit en Chine, la Chine fabriquait le téléphone. Mais au final, pour chaque iPhone vendu, moins de 10% du prix de vente revenait à la Chine. 90% des bénéfices sont allés à des entreprises américaines, comme Apple pour l'iPhone. La Chine essaye de monter dans la chaîne de valeur en fabriquant ses propres produits, tels que des téléphones et des véhicules électriques. Cela a été un changement significatif pendant le Covid, lorsque la Chine est devenue le plus grand exportateur de voitures au monde. Ils essaient également d'innover dans d'autres industries, comme le pétrole, devenant une puissance d'innovation. C'est un changement majeur dans leur modèle économique. Donc oui, c'est une période de transition, et les choses sont un peu difficiles parce qu'il n'est pas facile pour un pays entier de pivoter. Cependant, le tableau n'est pas si sombre non plus. Elle a augmenté de 5,2% l'année dernière, soit 2 fois le taux de croissance des États-Unis. C'est beaucoup moins qu'auparavant, mais cela continue de croître à un rythme décent. Le FMI prévoit une croissance de 4,5% ou 5% cette année. Donc c'est pas si mal. Ce n'est certainement pas un stade où la création de nouvelles entreprises s'est complètement tarie. Il n'est pas vrai que seulement 1200 entreprises ont été créées dans toute la Chine l'année dernière. Pour répondre à votre question sur le pourquoi, je pense que cela remonte très profondément à notre nature d'entrepreneur. En tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux, nous avons toujours eu besoin de prosélytiser, de définir le monde entre ceux qui ont vu la lumière. Je pense que cela provient de nos racines chrétiennes, ou peut-être même d'avant cela. Ceux qui ont la foi, qui ont vu la lumière, qui comprennent la vérité, et les autres qui doivent être convertis. Nous avons une vision très missionnaire du monde. Avant d'être convertis, ils sont considérés comme ayant tort ou étant mauvais. Nous avons constamment besoin de nous en convaincre, au point de créer des mythes et des fausses images pour le justifier. Je crois, de manière profonde et sincère, que cet état d'esprit culturel est la cause profonde du problème. Et puis bien sûr, il y a la question de la formation de ces journalistes et des écoles qu'ils fréquentent. J'ai un peu regardé le profil de cette journaliste spécifique du Financial Times.
Je pense qu'elle ne parle pas chinois et n'a pas étudié la Chine. Elle aborde le pays purement d'un point de vue occidental, ayant grandi dans un environnement où la démocratie libérale est considérée comme la seule voie correcte, et la Chine est perçue comme étant dans l'erreur. Quand on part avec cet état d'esprit, qui est très fermé, même si c'est inconscient, on essaie de le justifier quand on est en Chine. Oui, et peut-être vaut-il aussi la peine de mentionner que cela se produit très rapidement pour les étrangers, en particulier nous, les Occidentaux et les Européens en Asie, de se regrouper et de construire nos petites bulles. Même si nous vivons ici, nous restons souvent dans nos bulles anglophones. Cela se passe si vite. C'est exactement la même chose que lorsque les Européens se plaignent des étrangers qui ne veulent pas s'intégrer et traînent toujours avec leur propre groupe. Cela nous arrive aussi. C'est comme un phénomène sociologique. Vivre en Chine ne signifie pas nécessairement qu'elle comprend ce qui se passe. C'est très différent si vous êtes réellement marié à quelqu'un de là-bas. Alors vous obtenez une perspective complètement différente, n'est-ce pas? Completely different surrounding, right? Exactly. So living in China, I actually noticed you're exactly Exactement. right. En vivant en Chine, j'ai remarqué que vous avez tout à fait raison. Il y avait un grand groupe de personnes, même celles qui étaient depuis de nombreuses années, qui restaient simplement dans leur bulle d'expatriés. En conséquence, ils ne comprenaient pas mieux le pays que s'ils étaient restés en Occident. D'un autre côté, il y a des gens, souvent ceux qui sont mariés à un local, qui doivent se mêler aux locaux et faire un effort pour comprendre la culture locale. Ils commencent à comprendre la culture et l'histoire, voient le monde à travers les yeux chinois et acquièrent une compréhension plus profonde. C'est comme sortir de la matrice. Oui donc, en un sens, même les journalistes là-bas font toujours partie de la même bulle et du même récit. Ce qui m'intéresse, c'est que le récit peut évoluer avec le temps. Une des choses que j'ai trouvées fascinantes, c'est que si vous comparez la façon dont le Japon a été traité par les États-Unis dans les années 1980, c'est similaire, bien que pas aussi mauvais. Le ton était le même. Quand le Japon était la deuxième plus grande économie, ou sur le point de le devenir en termes de PIB, et a commencé à exporter beaucoup vers les États-Unis, il y a eu des moments où des sénateurs américains utilisaient des marteaux pour casser des magnétophones Sony. Ils ont exercé beaucoup de pression sur le Japon pour qu'il réduise ses exportations. Et le Japon a obtempéré. Puis c'est passé, et maintenant le Japon est vu comme un bon allié. Tout cela est parti et oublié. Maintenant, c'est la Chine qui reçoit toutes les critiques, principalement basées sur sa performance économique, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement d'accord. Une autre observation intéressante est que cela n'a pas toujours été ainsi. Si vous étudiez l'histoire occidentale sur le long terme, par exemple, au XVIe et XVIIe siècle, il y avait de nombreux penseurs occidentaux comme Matteo Ricci. C'était un missionnaire jésuite qui est allé en Chine et a fait un effort significatif pour comprendre la culture chinoise. Il a traduit de nombreux classiques chinois en latin et les a envoyés en Europe. Il y avait un véritable intérêt pour la culture. En fait, la Chine de l'époque est devenue un modèle pour de nombreux penseurs des Lumières, comme Voltaire. Parce qu'il lisait les classiques chinois, il était absolument amoureux de Confucius. En fait, le seul portrait qu'il gardait dans son bureau était celui de Confucius, qu'il considérait comme le meilleur penseur que le monde ait jamais eu. Nous étions plus ouverts. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous étions ainsi, et ne le sommes plus, est que nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas l'être. À l'époque, nous vivions dans un monde plus multipolaire. En fait, la Chine était une puissance bien plus grande pendant la majeure partie de l'histoire que quiconque. Si vous regardez sur le long arc de l'histoire,
la Chine a toujours été le plus grand et le plus puissant pays, sauf au cours des 250 dernières années environ. Et puis est venue la révolution industrielle, qui nous a donné un avantage injuste. Elle a permis à des pays comme l'Espagne, le Portugal et plus tard la Grande-Bretagne de conquérir la majeure partie du monde. Nous avons perdu le besoin de comprendre les autres parce que nous pouvions simplement les dominer avec notre pouvoir comparatif. Nous ne ressentions pas le besoin de les comprendre. Nous pouvions simplement imposer notre volonté. Je pense que nous revenons progressivement à un monde où le besoin de comprendre les autres va augmenter parce que nous ne pourrons plus les dominer. À long terme, je suis en fait optimiste, à condition que nous ne nous détruisions pas dans une guerre nucléaire ou quelque chose de similaire, car nous devrons nous comprendre les uns les autres. Je suis heureux de l'entendre, car il est difficile de trouver des perspectives optimistes sur l'avenir en ce moment. Cette question du collectif occidental, appelons-la comme elle est, implique les Européens blancs qui ont essentiellement colonisé et peuplé 3 continents. Ils fonctionnent toujours de la même manière. Ce n'est pas une coïncidence si cela inclut l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a un composant racial clair à cela. Je ne veux pas dire que c'est juste une question de race, mais c'est lié à la façon dont la migration a fonctionné. Que ce soit une migration volontaire ou forcée, pensez-vous qu'une partie du récit sur la Chine est consciemment élaborée dans un but précis? Ou est-ce un biais inhérent qui nous amène à mal représenter la Chine et l'Asie en général? Si l'on considère comment l'Occident collectif dépeint la Chine, notamment sa relation avec la Russie, c'est une relation très nuancée. Cependant, en Occident, on lit souvent que c'est simplement une alliance. Quel est votre avis là-dessus? What's your take on that one, for instance? Il y a évidemment un mélange des deux. Nous savons que les États-Unis dépensent une somme énorme en propagande anti-Chine. En fait, tout récemment, le Congrès a signé un projet de loi engageant 1,6 milliard de dollars à la propagande anti-Chine au cours des 3 prochaines années. C'est une somme énorme, équivalente au salaire annuel de 16 000 journalistes payés 100 000 dollars chacun. Dépenser 1,6 milliard de dollars en propagande est colossal. On peut produire beaucoup d'articles avec ce genre d'argent. Cependant, je pense sincèrement que la plupart de cela est inhérent en raison des mécanismes que j'ai expliqués plus tôt. Nous n'avons pas besoin de comprendre la Chine à cause de nos forces historiques par rapport à la Chine. Nous avons été habitués à 200 ou 250 ans de ne pas avoir à comprendre les autres. Nous avons tendance à imposer notre vision du monde aux autres. Et quiconque n'est pas d'accord est considéré comme mauvais par définition. Nous n'approfondissons pas plus loin. Cette attitude est également liée à l'esprit missionnaire de nos racines chrétiennes, où l'autre est vu comme mauvais. C'est une perspective de bien contre mal. Puisque nous nous voyons comme bons, les autres sont perçus comme mauvais jusqu'à ce qu'ils soient convertis pour refléter notre propre image. Donc oui, je pense que c'est un mélange des deux. En ce qui concerne la Chine et la Russie, vous avez tout à fait raison. C'est une relation très nuancée avec une histoire difficile. Quand on étudie l'histoire de la Chine avec leurs voisins du Nord, il est clair pourquoi ils ont construit la Grande Muraille. Ils ont toujours fait face à des défis venant du Nord. Et même pendant la guerre froide, il y a eu des affrontements armés entre l'Union soviétique et la Chine. Donc c'est une histoire compliquée. La Chine et la Russie partagent la plus longue frontière du monde,
La Chine ne veut pas antagoniser la Russie, surtout maintenant qu'elle fait face à tant de pression de la part de l'Occident. La proposition faite à la Chine semble ridicule. Nous voulons que la Chine se retourne contre son plus grand voisin, avec qui elle a toujours eu des problèmes historiques, pour que la Russie puisse perdre la guerre. Et une fois que cela se produit, puisque la Chine est considérée comme notre plus grande menace, nous nous retournerons contre elle. Essentiellement, la Chine nous aiderait à gagner du temps pour concentrer tous nos efforts contre elle. Pourquoi la Chine ferait-elle cela? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? C'est donc la nuance. Vous devez vous mettre à la place de la Chine. Ils n'ont absolument aucun intérêt à se retourner contre la Russie. Mais cela ne signifie pas non plus qu'ils aident activement la Russie. Il n'y a pas de soldats chinois combattant aux côtés des soldats russes. Même les États-Unis conviennent que la Chine ne fournit pas d'armes à la Russie, contrairement à d'autres pays. Il y a cette affirmation d'utilisation duale, qui est vague. Quand on y regarde de plus près, toute aide que la Chine fournit à la Russie, même la vente de voitures, est scrutée. Les voitures peuvent être utilisées pour transporter des soldats russes au front. Donc c'est tout simplement pas une affirmation sérieuse. C'est une très vieille astuce qui remonte à des centaines d'années. En droit international, le terme pour cela n'est pas bien à double usage, mais contrebande de guerre. L'astuce la plus ancienne est que lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, vous dites au neutre que tout est désormais contrebande de guerre. Cela inclut non seulement la poudre noire et les balles, mais aussi la nourriture, les roues et les horloges. Car tout cela peut hypothétiquement être utilisé à des fins militaires. C'est une vieille tactique, et la Chine y fait face maintenant. Ce qui est inquiétant, c'est que l'Occident utilise cela pour attaquer la Chine sur une série d'autres questions et pour se préparer à une guerre économique. Oui, exactement. J'ai examiné les sanctions imposées par les États-Unis spécifiquement pour cette question de double usage, en me concentrant sur les entreprises chinoises et russes ciblées. Il était clair que ces sanctions n'étaient pas directement liées à la guerre en Ukraine. Elles concernaient davantage de grands projets d'infrastructure, comme des pipelines communs entre la Russie et la Chine, et des projets gaziers pour approvisionner la Chine en gaz depuis la Russie. Ces projets pourraient aider économiquement la Chine, et la Russie en bénéficierait également financièrement. Cependant, le lien avec la guerre en Ukraine est très éloigné. Il est évident que cela est utilisé comme prétexte pour sanctionner des entreprises afin de contenir la Chine. Oui, mais contenir la Chine ne va plus fonctionner dans un monde multipolaire, n'est-ce pas? Je ne pense pas que la Chine soit contenable. Lorsque l'Occident tente de contenir la Chine, il finit par créer plus de conflits autour de lui plutôt qu'autour de la Chine. Cela est évident dans plusieurs domaines. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.